Ouspensky. Fragment d'un enseignement inconnu. Ce n'est que devant les efforts persistants de l'une de mes nouvelles connaissances, M, que j'acceptais de rencontrer Gurdjieff, que je nommerai G tout au long de ce livre, et d'avoir une conversation avec lui. Ma première entrevue modifia entièrement l'idée que j'avais de lui et de ce qu'il pouvait m'apporter. Je m'en souviens fort bien. Nous étions arrivés dans un petit café, situé hors du centre, dans une rue bruyante. Je vis un homme qui n'était plus jeune, de type oriental, avec une moustache noire et des yeux perçants. G parlait un russe incorrect, avec un fort accent caucasien. Je ne me rappelle pas le début de notre conversation. Je crois que nous avons parlé de l'Inde, de l'ésotérisme et des écoles de yoga. Je retins que Gurdjieff avait beaucoup voyagé et qu'il était allé en certains endroits dont j'avais tout juste entendu parler et que j'avais vivement souhaité visiter. Non seulement mes questions ne l'embarrassaient pas, mais il me parut qu'il mettait en chacune de ses réponses bien plus que je n'avais demandé. J'aimais sa façon de parler, qui était à la fois prudente et précise. Un jour, à Moscou, je parlais avec Gurdjieff de Londres, où j'avais fait quelques mois plus tôt un bref séjour. Je lui disais la terrible mécanisation qui envahissait les grandes cités européennes et sans laquelle il était probablement impossible de vivre et de travailler dans le tourbillon de ces énormes jouets mécaniques. Les gens sont en train de tourner en machines, disais-je, et je ne doute pas qu'ils ne deviennent un jour de parfaites machines. Mais sont-ils encore capables de penser? Je ne le crois pas. S'ils essayaient de penser, ils ne seraient pas de si belles machines. Oui, répondit Gurdjieff, c'est vrai, mais en partie seulement. La vraie question est celle-ci. De quelle pensée se servent-ils dans leur travail? S'ils se servent du pensée convenable, ils pourront même penser mieux dans leur vie active au milieu des machines. Mais encore une fois, à cette condition qu'ils se servent du pensée convenable. Je ne compris pas ce que Gurdjieff entendait par pensée convenable et ne le compris que beaucoup plus tard. En second lieu, continua-t-il, la mécanisation dont vous parlez n'est pas du tout dangereuse. Un homme peut être un homme, il mit l'accent sur ce mot, tout en travaillant avec des machines. Il y a une autre sorte de mécanisation bien plus dangereuse, être soi-même une machine. Avez-vous jamais pensé à ce fait que tous les hommes sont eux-mêmes des machines? Oui, d'un point de vue strictement scientifique, tous les hommes sont des machines gouvernées par les influences extérieures. Mais la question est de savoir si le point de vue scientifique peut être entièrement accepté. Scientifique ou pas scientifique, cela revient au même pour moi, dit Gurdjieff. Je vous demande de comprendre ce que je dis. Regardez, tous ces gens que vous voyez, il désignait la rue, sont simplement des machines, rien de plus. Je crois comprendre ce que vous voulez dire, et j'ai souvent pensé combien sont peu nombreux dans le monde ceux qui peuvent résister à cette forme de mécanisation et choisir leur propre voie. C'est là justement votre plus grave erreur, dit Gurdjieff. Vous pensez que quelque chose peut choisir sa propre voie ou résister à la mécanisation. Vous pensez que tout n'est pas également mécanique. Mais bien sûr, m'écriai-je, l'art, la poésie, la pensée sont des phénomènes d'un tout autre ordre. Exactement du même ordre. Ces activités sont exactement aussi mécaniques que toutes les autres. Les hommes sont des machines, et de la part de machines, on ne saurait attendre rien d'autre que des actions machinales. Très bien, lui dis-je, mais n'y a-t-il pas des gens qui ne sont pas des machines? Il se peut qu'il y en ait, dit Gurdjieff, mais vous ne pouvez pas les voir, vous ne les connaissez pas. Voilà ce que je veux vous faire comprendre. J'estimais plutôt étrange qu'il insistât tellement sur ce point. Ce qu'il disait me paraissait évident et incontestable. Cependant, je n'avais jamais aimé les métaphores en deux mots qui prétendent tout dire. Elles omettent toujours les différences. Or, j'avais toujours maintenu que les différences sont ce qui importe le plus et que pour comprendre les choses, il fallait avant tout considérer les points où elles diffèrent. Il me semblait bizarre, par conséquent, que Gurdjieff insistât tellement sur une vérité qui me semblait indéniable, à cette condition toutefois de n'en pas faire un absolu et de reconnaître des exceptions. Les gens se ressemblent si peu, dis-je. J'estime impossible de les mettre tous dans le même sac. Il y a des sauvages, il y a des gens mécanisés, il y a des intellectuels, il y a des génies. Rien de plus exact, dit Gurdjieff. Les gens sont très différents. Mais la réelle différence entre les gens, vous ne la connaissez pas et vous ne pouvez pas la voir. Vous parlez de différences qui simplement n'existent pas. Ceci doit être compris. Tous ces gens que vous voyez, que vous connaissez,
qu'il peut vous arriver de connaître sont des machines, de véritables machines, travaillant seulement sous la pression des influences extérieures. Comme vous l'avez dit vous-même, machines ils sont nés et machines ils mourront. Que viennent faire ici les sauvages et les intellectuels? Maintenant même, à cet instant précis, tandis que nous parlons, plusieurs millions de machines s'efforcent de s'anéantir les unes les autres. En quoi diffèrent-elles donc? Où sont les sauvages et où les intellectuels? Tous les mêmes? Mais il est possible de cesser d'être une machine. C'est à cela que vous devriez penser, et non point aux différentes sortes de machines. Bien sûr, les machines diffèrent. Une automobile est une machine, un gramophone est une machine, et un fusil est une machine. Mais qu'est-ce que cela change? C'est la même chose. Ce sont toujours des machines. Cette conversation m'en rappelle une autre. Que pensez-vous de la psychologie moderne? Demandai-je un jour à Gurdjieff avec l'intention de soulever la question de la psychanalyse, dont je m'étais méfié depuis le premier jour. Mais Gurdjieff ne me permit pas d'aller plus loin. Avant de parler de psychologie, dit-il, nous devons comprendre clairement de quoi traite cette science et de quoi elle ne traite pas. L'objet propre de la psychologie, ce sont les hommes, les êtres humains. De quelle psychologie, il souligna le mot, peut-il être question lorsqu'il ne s'agit que de machines? C'est la mécanique qui est nécessaire et non pas la psychologie, pour l'étude des machines. Voilà pourquoi nous commençons par l'étude de la mécanique. Le chemin est encore très long qui mène à la psychologie. Je demandai. Un homme peut-il cesser d'être une machine? Ah, c'est toute la question, dit Gurdjieff. Si vous en aviez posé plus souvent de pareilles, peut-être nos conversations auraient-elles pu nous mener quelque part. Oui, il est possible de cesser d'être une machine, mais pour cela, il faut avant tout connaître la machine. Une machine réelle, ne se connaît pas elle-même et elle ne peut pas se connaître. Quand une machine se connaît, elle a cessé dès cet instant d'être une machine. Du moins n'est-elle plus la même machine qu'auparavant. Elle commence déjà d'être responsable pour ses actions. Cela signifie selon vous qu'un homme n'est pas responsable de ses actions? Un homme, il souligne à ce mot, est responsable. Une machine n'est pas responsable. Une autre conversation est demeurée dans ma mémoire. Je demandai à Gurdjieff ce qu'un homme devait faire pour assimiler son enseignement. Ce qu'il doit faire, s'écria-t-il, comme si cette question le surprenait. Mais il est incapable de faire quoi que ce soit. Il doit avant tout comprendre certaines choses. Il a des milliers d'idées fausses et de conceptions fausses, surtout sur lui-même, et il doit commencer par se libérer au moins de quelques-unes d'entre elles s'il veut jamais acquérir quoi que ce soit de nouveau. Autrement, le nouveau serait édifié sur une base fausse, et le résultat serait pire encore. Comment un homme peut-il se libérer des idées fausses? Demandai-je. Nous dépendons des formes de notre perception. Les idées fausses sont produites par les formes de notre perception. Gurdjieff fit non de la tête. Vous parlez encore d'autre chose. Vous parlez des erreurs qui proviennent des perceptions. Mais il ne s'agit pas de cela. Dans les limites de perception données, on peut errer plus ou moins. Comme je vous l'ai déjà dit, la suprême illusion de l'homme, c'est sa conviction qu'il peut faire. Tous les gens pensent qu'ils peuvent faire. Tous les gens veulent faire. Et leur première question concerne toujours ce qu'ils auront à faire. Mais à vrai dire, personne ne fait rien et personne ne peut rien faire. C'est la première chose qu'il faut comprendre. Tout arrive. Tout ce qui survient dans la vie d'un homme, tout ce qui se fait à travers lui, tout ce qui vient de lui, tout cela arrive. Et cela arrive exactement comme la pluie tombe, parce que la température s'est modifiée dans les régions supérieures de l'atmosphère. Cela arrive comme la neige fond sous les rayons du soleil, comme la poussière se soulève sous le vent. L'homme est une machine. Tout ce qu'il fait, toutes ses actions, toutes ses paroles, ses pensées, ses sentiments, ses convictions, ses opinions, ses habitudes, sont les résultats des influences extérieures, des impressions extérieures. De par lui-même, un homme ne peut pas produire une seule pensée, une seule action. Tout ce qu'il dit, fait, pense, sent, tout cela arrive. L'homme ne peut rien découvrir, il ne peut rien inventer. Tout cela arrive. Mais pour établir ce fait, pour le comprendre, pour se convaincre de sa vérité, il faut se libérer de milliers d'illusions sur l'homme, sur son être créateur, sur sa capacité d'organiser consciemment sa propre vie, et ainsi de suite. Rien de tel n'existe. Tout arrive. Les mouvements populaires, les guerres, les révolutions, les changements de gouvernement, tout cela arrive. Et cela arrive exactement de la même façon que tout arrive dans la vie de l'homme individuel. L'homme naît, vit, meurt. Construit des maisons, écrit des livres, non pas comme il le désire, mais comme cela arrive.
Tout arrive. L'homme n'aime pas, ne hait pas, ne désire pas. Tout cela arrive. Mais aucun homme ne vous croira jamais si vous lui dites qu'il ne peut rien faire. Rien ne peut être dit aux gens de plus déplaisant et de plus offensant. C'est particulièrement déplaisant et offensant parce que c'est la vérité et que personne ne veut connaître la vérité. Si vous le comprenez, il nous deviendra plus facile de parler. Mais c'est une chose de saisir avec l'intellect que l'homme ne peut rien faire et une autre de le ressentir avec toute sa masse, d'être réellement convaincu qu'il en est ainsi et de ne jamais l'oublier. Cette question de faire, Gurdjieff appuyait chaque fois sur ce mot, en soulève d'ailleurs une autre. Il semble toujours aux gens que les autres ne font jamais rien comme il faudrait, que les autres font tout de travers. Invariablement, chacun pense qu'il pourrait faire mieux. Nul ne comprend ni n'éprouve le besoin de comprendre que ce qui se fait actuellement, et surtout ce qui a déjà été fait, d'une certaine façon, ne pouvait pas se faire d'une autre façon. Avez-vous remarqué comme ils parlent tous de la guerre ? Chacun a son propre plan, sa propre théorie. Chacun est d'avis que l'on ne fait rien convenablement. En vérité, cependant, tout est fait de la seule manière possible. Si une seule chose pouvait être faite différemment, tout pourrait devenir différent. Et alors peut-être n'y aurait-il pas eu la guerre. Essayez de comprendre ce que je dis. Tout dépend de tout, toutes les choses se tiennent, il n'y a rien de séparé. Tous les événements suivent donc le seul chemin qu'ils puissent prendre. Si les gens pouvaient changer, tout pourrait changer. Mais ils sont ce qu'ils sont, et par conséquent les choses, elles aussi, sont ce qu'elles sont. C'était très difficile à avaler. N'y a-t-il rien, absolument rien, qui puisse être fait ? Demandai-je. Absolument rien. Et personne ne peut rien faire ? C'est une autre question. Pour faire, il faut être. Et il faut d'abord comprendre ce que cela signifie, être. Ensuite, on doit apprendre à dire la vérité. Cela aussi vous semble étrange. Vous ne vous rendez pas compte que l'on doit apprendre à dire la vérité. Il vous semble qu'il suffirait de désirer ou de décider de la dire. Et moi je vous dis qu'il est relativement rare que les gens fassent un mensonge délibéré. Dans la plupart des cas, ils pensent dire la vérité. Et cependant, ils mentent tout le temps, à la fois parce qu'ils veulent mentir et lorsqu'ils veulent dire la vérité. Ils mentent continuellement. Ils se mentent à eux-mêmes et ils mentent aux autres. Par conséquent, personne ne comprend les autres, ni ne se comprend soi-même. Pensez-y, pourrait-il y avoir tant de discorde, de mésententes profondes et tant de haine envers le point de vue ou l'opinion de l'autre si les gens étaient capables de se comprendre ? Mais ils ne peuvent pas se comprendre, parce qu'ils ne peuvent pas ne pas mentir. Dire la vérité est la chose du monde la plus difficile. Il faudra étudier beaucoup et pendant longtemps pour pouvoir un jour dire la vérité. Le désir seul ne suffit pas. Pour dire la vérité, il faut être devenu capable de connaître ce qu'est la vérité et ce qu'est un mensonge. Et avant tout, en soi-même. Or cela, personne ne veut le connaître.